de façon à ce que vous puissiez revoir, partager cette session, partager cette présentation avec vos collègues. Ce que je vous propose, pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière, c'est de passer quelques petites secondes à présenter Exaduo et pourquoi Exaduo présente un produit Microsoft. Alors, pour couper le son, mais je vous l'ai déjà fait, c'est le petit micro qui est là, comme ça vient de s'afficher sur l'écran. Hop, ça, tout va bien. Alors, attaquons la suite. Je vous propose déjà de présenter Exaduo. Alors, qui sommes-nous? Alors aujourd'hui, donc Exaduo est une société de services avec une spécialisation qui est celle d'un secteur, en l'occurrence le secteur de l'éducation. Donc ça tombe plutôt bien. Aujourd'hui, on a quatre métiers principaux. Le premier, il est sur l'intégration et le développement. Intégration de services cloud Microsoft, comme LiveATEDU, dont vous avez certainement déjà entendu parler, Office 365 pour l'éducation, et nous développons également des solutions métiers autour des environnements .NET, et nous travaillons beaucoup à l'intégration des applications, de manière générale, des applications Microsoft, avec l'environnement des établissements, que ce soit des environnements hétérogènes, comme des annuaires OpenLDAP, comme voilà, toutes ces techniques aujourd'hui qu'on retrouve, toutes ces architectures qu'on retrouve aujourd'hui sur le secteur de l'éducation. Pour prendre des points un peu plus classiques, on travaille également sur la revente de licences Microsoft, donc en tant que Microsoft AER, donc revendeur de licences Microsoft spécialisées sur l'éducation, nous sommes capables de vous revendre nos licences, l'ensemble du parc, l'ensemble des licences Microsoft au tarif éducation, que ce soit sur des achats open, donc des licences classiques pleines, ou alors même des licences, c'est un petit peu nouveau, des contrats OVS, ce sont des contrats en volume de location de licences, l'équivalent des contrats campus que vous pouviez avoir dans vos établissements. Et ces contrats peuvent intégrer bien sûr les licences IT Academy. L'idée effectivement c'est d'avoir un environnement de gestion d'IT Academy qui est uniforme et pouvoir acheter ça dans le cadre d'un contrat, comme d'un ensemble de contrats en volume et non pas juste de manière unitaire Autre point, nous travaillons à l'édition de nos propres solutions. Puisqu'aujourd'hui nous avons édité ce qu'on avait appelé des add-ons, un petit peu des services complémentaires, des services entre guillemets en plus, autour d'Office 365, autour de l'usage de la solution, parce qu'on est très attaché à l'usage des solutions aujourd'hui que l'on met en place, donc rajouter de l'usage autour d'Office 365, donc ça c'est des choses, de LiveATEDU, c'est des choses qu'on a pu développer pour nos clients, donc ça peut être des outils à destination des utilisateurs, comme par exemple intégrer ça dans un portail étudiant, mais ça peut être également à destination des administrateurs du service Office 365, LiveATEDU, disposer d'une interface d'administration simplifiée pour les établissements, disposer d'outils de monitoring et de reporting sur l'usage de la solution, etc. Et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui tous, qui est IT Academy, puisque nous faisons partie aujourd'hui du programme MASP. Le programme MASP étant un acronyme on va dire que nous proposons le service, nous accompagnons aujourd'hui les établissements en France sur le service IT Academy. Alors ça veut dire qu'on est votre contact sur des problématiques d'usage autour de la solution IT Academy. Question concrète, comment bien utiliser la solution IT Academy aujourd'hui dans mon établissement. Ce sont les sujets qu'on essaie de répondre aujourd'hui, et je dirais la meilleure illustration est cette session, et cette session fait partie d'un ensemble de sessions autour d'IT Academy que nous co-organisons avec Microsoft. Quelques petites particularités et spécificités d'Exaduo. Déjà une première spécificité, elle est sur le secteur, sur la spécialisation. Aujourd'hui nous sommes spécialisés sur le secteur de l'éducation. De nous les gens qui connaissons le métier d'éducation, ses attentes, sa population, ses environnements également, sur des problématiques métiers comme sur des problématiques techniques. Et aujourd'hui on est capable aussi de vous proposer des retours d'expérience autour de solutions qu'on a pu déjà mettre en œuvre sur le secteur. Pour prendre un exemple, on prend un exemple tout à l'heure sur la partie LiveATEDU, et puis également notre expertise sur les solutions Microsoft, puisqu'on couvre toute la gamme cloud Microsoft autour de LiveATEDU, Office 365, toute la gamme éducation Microsoft, autour de solutions de collaboration, de communication, mais également de solutions de gestion d'identité autour des annuaires et d'Active Directory. Voilà.
C'était le dernier point sur la partie Exaduo. Mon but était finalement de faire un petit point rapide sur Exaduo pour pouvoir comprendre un petit peu pourquoi nous sommes là et pourquoi nous présentons le sujet IT Academy aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, c'était la partie, on travaillait sur la partie lesson plan. Lesson plan, on voit ça un petit peu, on retrouve toujours ce terme dans le vocabulaire IT Academy, c'est pour ça qu'on a gardé ce terme anglophone. Voyons lesson plan comme du contenu à disposition des enseignants pour pouvoir dérouler un cours autour du sujet qui nous intéresse. Donc on avait pris l'exemple la semaine dernière d'un lesson plan autour de Word 2010. Voyons ça comme un support pédagogique qui contient un certain nombre d'éléments. Si on reprend les différentes slides, différents points qu'on a pu voir, on a pu discuter au début de l'évolution dans les classes et dans le milieu professionnel. Alors, grand sujet que celui-ci, avec des problématiques de compétitivité, d'adéquation des classes avec le milieu professionnel. Bon, c'est une discussion qu'on pourrait avoir pendant des heures, bien sûr, ce sont des discussions qu'on a tous aujourd'hui sur ces points-là. Et le but étant d'être capable de fournir, de donner aux étudiants, de leur donner accès à ces compétences du XXe siècle. Alors on a tenté une petite définition, alors pas nous Exaduo ni Microsoft, mais la TCS, qui est un organisme qui est chargé justement d'une réflexion autour de ces compétences du XXIe siècle. Donc on avait tenté une définition qui venait de cet organisme. Ce qu'on avait vu également, c'était que les besoins aujourd'hui autour des compétences technologiques, on voit, étaient en progression, étaient déjà représentés déjà. Alors l'exemple qui était en bas, qui est le point du milieu, vous voyez le petit graphe avec la barre verte et la barre violette. La barre verte représentait les besoins en technologie, les compétences technologiques qui demandaient aujourd'hui 50% des besoins sur 50% des métiers. Et ce point ne va qu'en croissant, puisque sur la prochaine décennie, il est prévu d'avoir une demande de près de 77% autour de ces besoins en technologie. C'était un besoin impératif sur un emploi. Donc on voit effectivement que ces compétences du XXe siècle sont une demande des étudiants, une demande du milieu professionnel. Un petit peu la question, c'était comment pouvoir répondre à ces besoins. La solution, sans deviner, c'est bien sûr la partie académie. Alors bien sûr, ce n'est qu'une partie de la réponse. C'est un outil. Et l'objectif, en toute humilité aujourd'hui de ces sessions, est de vous donner les informations, les briques, sur les petites sessions qu'on peut avoir pour pouvoir bien l'utiliser. On va parler d'usage, on va parler on va pas forcément parler de l'ensemble du contenu de IT Academy. Par contre, on va voir quelques points, des points d'usage qui vont vous aider à mieux utiliser, mieux faire utiliser aussi dans votre établissement IT Academy. On voit effectivement que IT Academy, c'est pas un phénomène que français. Aujourd'hui, on a près de 7,5 millions d'utilisateurs, d'étudiants qui utilisent IT Academy dans le monde, et 750 000 enseignants qui proposent des cours autour de IT Academy, qui utilisent IT Academy comme support, alors sur des questions de learning, sur les supports de lesson plan dont on a vu hier, etc. Près de 1,5 million de certifications ont été passées via le programme IT Academy. C'est un nombre très très important, et ça fait une bonne transition pour la semaine prochaine et la partie transition qu'on va voir. IT Academy est un programme mondial, puisque 160 pays dans le monde utilisent la solution IT Academy. La France est bien sûr représentée, c'est un sujet qu'on avait évoqué la semaine dernière, il n'est pas évoqué dans le petit résumé qu'on voit dans le récapitulatif d'aujourd'hui, mais bien sûr la France était représentée avec près de 160 établissements aujourd'hui qui utilisent en France IT Academy pour ses cours en ligne. On a vu la semaine dernière les lesson plans, on va finir sur ce point-là. Donc les lesson plans des supports pédagogiques, le point étant de revenir très légèrement sur ces sujets-là. Donc les lesson plans des supports pédagogiques, le tout étant simplement, ces lesson plans sont localisés, ça veut dire qu'ils sont adaptés au marché français et francisés. On retrouve sur ces lesson plans, c'est du contenu PDF, qu'un établissement, qu'un enseignant peut utiliser en tant que tel, l'imprimer, le distribuer, l'imprimer, en prendre connaissance, et puis derrière dérouler le cours qui est défini, ou l'intégrer à un cours existant.
l'intégrer avec coexistence, ça peut être par exemple utiliser la partie présentation de PowerPoint sur la partie présentation basique, comment insérer par exemple une vidéo, et l'intégrer dans un cours de sciences pour pouvoir intégrer ça de manière générale dans la présentation d'un projet de science qui aura été déroulé. Donc voilà, plusieurs manières de l'utiliser. Vous voyez ça comme un support de contenu à destination des enseignants qui peuvent soit personnaliser, récupérer le contenu qui les intéresse, avec toutes les briques, tous les exemples de contenu qui sont disponibles autour de ces lesson plans, ou l'utiliser en tant que tel, son personnalisation particulière. On va parler de la suite, on va avancer sur la suite, on va avancer sur les sujets abordés du plan de formation. On a vu la semaine dernière les sujets de lesson plan, on voit aujourd'hui la partie passionnante du e-learning. C'est peut-être un peu je dirais la partie principale, le noyau d'IT Academy. Par e-learning, on entend contenu de formation à destination des étudiants cette fois-ci, des étudiants, des apprenants, des élèves, qui est proposé par l'établissement, par les enseignants, dans le cadre d'un cursus pédagogique, autour de thématiques qu'on va voir un petit peu détaillées, que ça peut être des problématiques liées à l'utilisation des LibreOffice, comme des thématiques plutôt techniques liées à l'utilisation d'outils techniques Microsoft, du SharePoint, des Exchange, etc. On verra en troisième session ce qu'il y a derrière le terme de certification. Alors pourquoi se certifier sur les produits Microsoft? Alors c'est pertinent sur les problématiques techniques, j'ai envie de me certifier sur les produits Microsoft comme je certifierais sur les briques Cisco ou sur les briques d'autres briques techniques, mais pourquoi se certifier sur des outils Office? On va voir qu'il y a une demande aujourd'hui, qu'il y a des références intéressantes dans d'autres pays. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus développé, et une demande qui est de plus en plus croissante dans le monde de l'emploi, sur la certification autour des programmes Office. Et la quatrième session, on est sur un sujet IT Academy au choix. Donc voilà, je vous demanderai de voter en fin de session pour définir les thèmes qui vous intéressent les plus. Parmi un certain nombre de thèmes qu'on va définir, on en voit une bonne partie à droite. Ça peut être la partie DreamSpark, la partie TechNet, la partie Mock, la partie référence, et d'autres sujets autour qui sont connexes ou annexes à Office 365. On pourrait parler également de Live Edu et d'Office 365 et de toute la liaison, toutes les étapes qu'il y a entre ces deux environnements qui sont en fait très liés puisqu'on utilise la même authentification et la même identité. Et ça va même un peu plus loin aujourd'hui. Donc l'idée effectivement étant de définir, de voir un peu quels sont les liens, quels sont vos centres d'intérêt pour définir une session, pour créer une session qui répond clairement à vos centres d'intérêt. Donc on va voter à la fin, comme ça nous permettra justement de comprendre un peu mieux vos attentes et définir cette session en fonction de ces attentes. Passons sur la suite. Une petite définition du e-learning, si on peut en trouver aujourd'hui une définition. Qu'est-ce que le e-learning? On en a parlé tout à l'heure. Je vois ça comme une série de cours en ligne à destination des étudiants, qui fournit des outils pratiques à partir du contenu multimédia. Alors par contenu multimédia, on peut trouver un petit peu de tout, que ce soit un support de cours, de la vidéo. On peut imaginer à la fin, et certaines d'entre elles ont des évaluations sous la forme de QCM. Donc c'est un support complet d'apprentissage et d'évaluation des acquis autour des sessions qui ont été déroulées. Ces sessions peuvent être déroulées sur plusieurs niveaux, d'un niveau débutant jusqu'à sur une version particulière, la définition des différentes nouveautés autour de l'outil, des sessions intermédiaires, voire de l'expertise autour de l'outil, autour des sessions avancées. L'idée effectivement étant que l'étudiant déroule cette session en autonomie d'apprentissage, chacun pouvant bien sûr suivre à son rythme les sessions. Certains vont être plutôt déjà avancés sur certains points, donc par exemple vont pouvoir travailler sur la partie intermédiaire, d'autres sur la partie avancée, d'autres vont devoir partir du début. Justement c'est là un petit peu le bon point de ces sessions e-learning. Voilà, vous avez la possibilité
de définir des cours à la carte et de proposer des cours à la carte pour vos étudiants en toute autonomie. Ces sessions pouvant dérouler dans le cadre de cours, dans les salles de TP par exemple, ou bien à domicile pour les étudiants, en mobilité, etc., etc. Donc voilà. Les sujets mentionnés sont. Alors on se focus aujourd'hui, on se positionne aujourd'hui sur la partie Word, Excel, PowerPoint. Alors pourquoi juste Word, Excel, PowerPoint? Principalement parce que ce sont les technologies dont on retrouve aujourd'hui les plans de formation en français. Donc on a le contenu de plan de formation de Lesson Plan dont on a parlé la semaine dernière est disponible en français sur ces thématiques. Donc un petit rappel sur ce point-là, il est recommandé aux enseignants de commencer par lire le contenu du plan de formation de façon à comprendre, connaître quel est le contenu qui va être déroulé pour les étudiants, quelles sont les différentes étapes, sur quel plan et quel contenu va être déroulé. Ça permet justement de comprendre quels sont les niveaux attendus derrière le terme débutant, dans le terme intermédiaire. On voit les différentes étapes dans ce plan de formation, dans ce contenu de formation. On en définit les différentes étapes. Voilà, les différents cours sont organisés autour de niveaux, débutants, intermédiaires, les nouveautés correspondent à des niveaux de certification. Le niveau de certification MOS en l'occurrence pour ces premiers niveaux. Les cours avancés permettent d'arriver sur des certifications experts MOS. On verra la semaine prochaine ce qu'il y a derrière ces termes exactement sur la partie des cours experts. Alors bien sûr, ces cours ne sont pas limités à la partie Word, Excel et PowerPoint, même ça représente un bon point et une grande majorité des cours qui sont déroulés dans le cadre d'IT Academy, ce n'est pas la totalité. On peut tout à fait travailler sur une partie d'enseignement plutôt technique, sur les parties SharePoint, sur l'usage de SharePoint, sur l'apprentissage de l'administration et de la gestion de cours de SharePoint, sur une partie SQL Server, sur une partie Exchange Server autour de la messagerie, de l'Access, de l'Outlook, etc. Des sessions techniques autour de Windows 7 et la partie cliente de Windows, mais également des sessions moins techniques autour de l'usage de Windows d'une manière générale, qui sont disponibles dans le cadre d'IT Academy. Alors comment ça s'organise, ça c'est un bon point. On va regarder un petit peu comment s'organisent les cours, comment sélectionner des cours, comment créer un parcours pédagogique entre guillemets autour des cours. Faut-il en créer un? Comment gérer mes utilisateurs, mes groupes? Comment mapper, comprendre la logique du e-learning d'IT Academy et faire en sorte que ça soit, en cohérence avec ce que je retrouve aujourd'hui dans mon établissement, avec une organisation en groupe pédagogique qui peut être très différente d'un établissement à un autre. Voilà, l'idée aujourd'hui c'est qu'on va proposer un certain nombre de techniques autour de l'utilisation de ce e-learning. On essaie de vous donner quelques conseils. Voilà, ça restera des conseils. Vous pouvez bien sûr les adapter au contexte de l'établissement. Il y a une bonne manière de bien commencer sur IT Academy. J'espère que vous avez bien commencé sur IT Academy. On va voir si ça correspond. Et on va regarder si ça peut aller sur ce point-là. On va commencer par le début. On retrouve le même lien que la semaine dernière. On va commencer par aller sur le site d'IT Academy pour les membres. Donc simplement, on voit assez mal en bleu sur du fond noir, mais je peux vous lire le contenu. C'est microsoft.com/education/MSIT Academy et c'est tout. Donc MSITACADEMY. Voilà, cliquez simplement sur Member Signing pour vous identifier sur la plateforme IT Academy. Ça c'est bien sûr le lien classique que vous avez au niveau de l'IT Academy. On continue. Comment commencer? Toujours la suite. 2 points d'accès. Alors c'est là que ça se complique un petit peu. Si vous n'avez pas de compte, si vous avez déjà un compte, cliquez sur Sign In, c'est classique. Si vous n'avez pas de compte, vous avez un lien en dessous qui vous permet de créer un compte. Créer un compte, à quoi ça correspond? C'est rattacher votre adresse email avec
avec le membership ID, donc l'identifiant IT Academy qui est celui de votre établissement. Donc chaque établissement dispose, lorsqu'il adhère au programme IT Academy, d'un membership ID. L'idée c'était de rattacher ce membership ID à votre compte de messagerie. Ce compte de messagerie doit disposer d'un live ID. Alors le live ID est l'identifiant. Alors je redonne le lien et vous disposerez en ligne sur le site IT Academy en France. Alors, je donnerai tous les identifiants à la fin, comme cette session effectivement est disponible en ligne. Je vais même vous le copier-coller si j'y arrive dans la fenêtre de messages instantanés. Ça ne devrait pas te poser de problème, ça va s'afficher hop à l'écran au passage et vous pouvez effectivement expérimenter de votre côté. Donc je reviens sur ce lien. À gauche effectivement vous pouvez vous authentifier donc sur la partie avec votre adresse email. Vous authentifiez avec un live ID. Le live ID étant un identifiant unique de Microsoft. Le live ID qu'on retrouve sur la messagerie grand public Hotmail, nouveau Outlook, avec les services live de manière générale, mais aussi sur le programme de messagerie de travail collaboratif dédié à l'éducation en France qui s'appelle LiveATEDU. Donc tous les utilisateurs de LiveATEDU qui disposent d'une boîte aux lettres gratuite pour les établissements et pour les étudiants, pour les membres du personnel, etc. s'authentifier à gauche. À droite, c'est le lien pour Office 365 Éducation. Alors, Office 365 Éducation ne s'appuie plus sur l'authentification Microsoft Live ID, mais sur une nouvelle authentification, sur de nouvelles identités qui s'appellent les MS Online ID, qui sont un petit peu différentes. C'est pour ça qu'on a deux voies d'authentification différentes. Une première pour des Live ID, donc ma messagerie perso, Hotmail, etc., ou les Live ID de mon établissement, c'est sur la gauche. Sur la droite, c'est la partie Office 365 Éducation, donc la nouvelle version de LiveATEDU, qui est disponible depuis la fin juin 2012, vers lesquels tous les établissements sur LiveATEDU vont migrer au fil de l'eau. Je continue sur ces points. Voilà, je vous laisse découvrir cette première slide. Donc une fois logué, une fois authentifié, vous arrivez sur l'interface classique du programme IT Academy. Vous sélectionnez My Academy. Je vous propose de cliquer ensuite sur Curriculum pour étendre les différentes options et faire un choix sur ce point-là. Alors, je vous propose de cliquer ensuite sur Assign Manage e-learning. Alors, il y avait un autre lien qu'on a pu voir la semaine dernière qui nous permettait d'arriver au même endroit. Je vous redonnerai ce lien à la fin de la session. Hop, on se retrouve là. Ceux qui étaient présents la semaine dernière reconnaissent l'interface de gestion d'IT Academy. C'est un peu l'interface centrale, le e-learning central tel qu'on le voit, qui a le bon goût d'être en français. Deux parties, une partie destinée aux enseignants et aux administrateurs. Si vous avez plusieurs IT Academy, plusieurs comptes IT Academy, comme ça peut être le cas dans plusieurs établissements, puisqu'un IT Academy est relié à un établissement, à un site. Donc un établissement peut disposer de plusieurs sites, donc avoir plusieurs IT Academy. Dans ce cas-là, un menu déroulant va se dérouler. Donc une partie à gauche pour les enseignants et les administrateurs, une partie à droite destinée aux étudiants, aux enseignants, aux élèves, pour pouvoir suivre une formation et démarrer les cours en ligne. Donc pour le moment on va voir la partie administrateur. Là, on continue sur ce point. On continue sur ce point. Donc si vous cliquez sur la partie administrateur, vous avez un certain nombre d'options pour pouvoir gérer votre environnement IT Academy, pour pouvoir créer ces fameuses sessions e-learning. On a juste une petite partie la semaine dernière, on a juste vu la partie une partie qui était très limitée, l'ensemble des différents plans de menus, donc que ce soit la partie utilisateur, la partie groupe, la partie plan de formation, la partie code d'accès, la partie rapport d'activité.
Sur la droite, vous avez l'ensemble des options pour gérer votre contenu de e-learning qu'on va détailler ensemble. Hop, on continue. Donc, 2 points très importants. Vous avez 2 possibilités pour pouvoir attribuer des cours à des étudiants. Un premier point, une première possibilité est la possibilité de leur créer un plan de formation spécifique. La deuxième est la possibilité de leur donner des codes d'accès pour des bibliothèques de cours. Un plan de formation, on va le détailler plus tard, on va continuer vraiment rentrer dans le détail d'un plan de formation, ce que c'est, quels sont les avantages d'un plan de formation et dans quel cas je dois créer un plan de formation pour mon établissement, pour mes cours. Un plan de formation est une sorte de parcours pédagogique avec un certain nombre de cours qui ont été piochés parmi une bibliothèque de cours. Un plan de formation pour ma classe va peut-être par exemple, autour d'Office, va peut-être être l'ensemble des cours débutants sur les produits de la gamme Office. Donc je vais avoir dans le plan de formation les nouveautés de Word, les nouveautés d'Excel, de PowerPoint, mais aussi la partie débutant, de cours débutants sur Word, sur Excel et PowerPoint. Et je ne veux pas que mes étudiants aillent sur la suite, puisque c'est un petit peu hors programme, on est sur un cours pour des premières années, pour des débutants sur ce point-là, je veux qu'ils commencent par la base. Donc je vais créer avec eux, je vais piocher parmi l'ensemble des cours disponibles et je vais leur créer un plan de formation personnalisé. Première possibilité. Autre possibilité, c'est de donner des codes d'accès aux étudiants sur l'ensemble des bibliothèques de cours. Les bibliothèques de cours regroupant des cours par thème, on va voir lesquels. Office, des cours techniques autour de Windows, des cours techniques autour de SQL Server, de SharePoint, etc. Donc là on est sur l'ensemble du programme, c'est plus simple, et ça leur donne un point sur l'ensemble des programmes. Ça les donne l'accès dans ce cas-là aux étudiants à un contenu qui n'est pas personnalisé. Donc à eux de piocher les bons cours qui correspondent à leurs besoins. Dans les 2 cas, c'est marqué en rose vif. Nous vous recommandons de commencer par créer des groupes. On va voir pourquoi cette recommandation. Pourquoi commencer par créer des groupes? Alors je pourrais simplement commencer à envoyer des codes d'accès à tout le monde. Éventuellement, je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas à leur début sur IT Academy, mais la création des groupes a pas mal d'avantages. On va voir lesquels. Donc, si vous créez conseil sur ce point-là, si vous créez un plan de formation, si vous souhaitez attribuer des cours spécifiques. Donc on l'a vu, des cours spécifiques, ça va être un parcours spécifique, non pas à toute la gamme Office et tous les cours sur Office ou tous les cours sur Windows, mais peut-être les cours débutants Windows. On va voir que ça peut être intéressant d'avoir des plans de cours, des plans de formation par rapport à des groupes. On va voir pourquoi. Créer des codes d'accès, si vous ne souhaitez pas charger une liste d'étudiants, si vous êtes les seuls à envoyer des accès à vos étudiants. Alors, les codes d'accès, qu'est-ce que c'est? On va revenir sur ces codes d'accès, mais des codes d'accès correspondent à un lien que vous allez distribuer aux étudiants par le support, par le média que vous souhaitez, que ce soit, je leur envoie un mail, je leur imprime un lien, une URL sur un bout de papier, je leur écris au tableau, etc., etc. La bonne méthode étant bien sûr de leur envoyer un mail en général, mais l'idée c'est que ce n'est pas la plateforme IT Academy qui envoie ce mail, mais vous, qui envoyez le mail directement à vos étudiants. Dans ce mail est contenu un lien vers le cours en ligne que vous allez leur distribuer. L'intérêt, l'avantage, c'est que vous ne gérez pas vos étudiants au niveau de la plateforme IT Academy, mais c'est vous qui avez un petit peu le moteur, l'intelligence n'est pas reportée au niveau de l'IT Academy, mais portée au niveau de vos listes de distribution, de vos groupes d'utilisateurs, bref, de la gestion que vous avez peut-être déjà au niveau de votre ERP avec des groupes pédagogiques, de votre système de messagerie, ça peut être un live étudu où vous avez déjà créé par exemple des listes de distribution statiques, dynamiques, etc., ou une liste de cours sur un tableau Excel que vous utilisez pour faire du public postage vers vos groupes utilisateurs. Bref, les codes d'accès permettent de créer un lien et de diffuser ensuite un lien à des utilisateurs pour qu'ils puissent passer ces cours en ligne. Même principe que la session que nous avons aujourd'hui, vous avez reçu un lien vers une session en ligne, vous avez cliqué sur cette session en ligne, vous arrivez sur l'outil Link de Microsoft qui fait partie du programme Office 365 Éducation.
que vous pourriez utiliser dans le cadre de votre établissement d'ailleurs. Mais c'est le même principe, effectivement. Un lien a été distribué par Microsoft et par les équipes d'Exaduo pour pouvoir accéder à un contenu. Alors, ce n'est pas un cours en ligne dans ce cas-là, c'est pas du learning, mais on est sur une session link. Là, c'est le même principe, effectivement, on n'a pas géré les utilisateurs directement au niveau de link, mais on a simplement envoyé ce lien à une liste d'utilisateurs. Je continue, on va rentrer dans le détail de ces points-là, parce que c'est un point important. Concrètement, comment et pourquoi créer des utilisateurs? Alors on a vu qu'on pouvait ne pas gérer les utilisateurs. Alors, vous avez deux options avec juste un petit 1. C'est un piège de la slide. On va voir pourquoi. Donc vous avez deux options pour rajouter les utilisateurs. Soit vous les utilisez, soit vous les rajoutez manuellement en les saisissant à la main, en saisissant leur nom, leur prénom et leur adresse email directement à la main dans l'interface. Alors bien sûr, ce choix est envisageable si vous avez une dizaine d'étudiants dans les cours, peut-être pas si vous en avez une centaine, et certainement pas si vous en avez des milliers. L'autre possibilité, on va voir laquelle, va être d'utiliser des fichiers Excel, des fichiers CSV pour pouvoir les créer en batch, en nombre, en masse, par rapport à l'utilisateur. Donc je clique, la deuxième point s'affiche. Vous pouvez également importer des utilisateurs en utilisant un modèle qui est indiqué lorsque vous cliquez sous la petite case Browse. Donc ce modèle est un modèle CSV, donc du fichier plat, qu'on peut éditer, ouvrir dans Excel. Le format est très simple, il est précisé dans ce fichier CSV, c'est prénom, nom, email, ma classe, mon département, et est-ce que l'utilisateur est actif? Yes or no, oui ou non. Donc prénom, nom, email, des informations de segmentation de façon à pouvoir créer les groupes qui vont bien, et l'utilisateur est-il actif? Oui, non. Bien sûr, la bonne méthode étant de partir d'un fichier CSV, de partir d'un fichier Excel pour pouvoir créer l'utilisateur si vous le souhaitez, pour des gros volumes d'étudiants. Un point important, cette étape n'est pas obligatoire. On va voir qu'effectivement qu'il est indispensable et obligatoire d'avoir des utilisateurs si on souhaite que la plateforme IT Academy envoie elle-même les invitations aux sessions de learning aux étudiants, puisque la plateforme doit connaître l'adresse email des étudiants pour pouvoir leur communiquer l'information des cours, mais ça n'est pas obligatoire si vous gérez des codes d'accès, que vous assurez vous-même la distribution de ces fameuses sessions de e-learning. Donc, si vous gérez des codes d'accès, c'est appelé facultatif. Si vous ne gérez pas des codes d'accès, et que l'intelligence est au niveau d'IT Academy, c'est IT Academy qui envoie les invitations, dans ce cas-là, c'est une étape obligatoire. Si vous ne gérez pas, c'était le point qui est écrit en petit, si vous ne gérez pas, si vous ne saisissez pas, si vous ne générez pas les étudiants, vous ne créez pas les étudiants dans cette interface, dans l'interface utilisateur des étudiants, ce n'est bien sûr pas leur nom, prénom qui va être indiqué, mais leur adresse email. La difficulté peut-être va être pour des rapports d'activité, qu'on va pouvoir, comment ça va être généré, de faire le lien entre l'adresse email des étudiants et le nom, le prénom, la classe des étudiants. Donc ça c'est un point qui est un point d'attention. On continue. Comment créer des groupes? Alors, une fois que j'ai créé mes utilisateurs, je vais pouvoir créer des groupes. Premier conseil, et on va voir un peu pourquoi c'est un conseil. On conseille de créer un groupe par an. Donc c'est le premier groupe qui est à votre nom. Alors, votre nom correspondant au nom de l'enseignant qui va délivrer le cours. On vous conseille également dans ce slide de ne pas créer d'étudiants, de ne pas ajouter de membres à ce groupe. Alors, exemple de groupe Humberhead, qui est l'exemple du professeur Reid qui est ici, groupe parent de professeur Reid en description, et l'exemple qui a été pris était Humberhead, premier semestre 2012. On va voir pourquoi il est intéressant justement de commencer par là. Par contre, très important, il est indispensable de toujours créer des groupes, quelle que soit la méthode que vous ayez choisie, que IT Academy envoie les mails d'invitation, ou que vous génériez vous-même vos listes. Alors pour quelle raison?
C'est une bonne question. Imaginez que vous reveniez 6 mois plus tard, après le premier semestre, on est 6 mois plus tard dans l'interface, et vous avez plusieurs professeurs, plusieurs enseignants qui utilisent cette plateforme pour définir le cursus pédagogique, pour créer des cours en ligne et pour assigner ces cours à leurs étudiants. Vous allez avoir une liste gigantesque de groupes qui vont être créés sans forcément certaine cohérence derrière. Parfois certains vont avoir les noms très proches, voire les mêmes noms. Il va falloir dérouler ces groupes pour savoir qui sont les étudiants derrière. Il sera plutôt impossible de se retrouver entre enseignants dans l'utilisation de ces groupes. Donc la bonne méthode étant d'avoir un premier niveau de groupe qui est le niveau des enseignants. Un premier niveau de groupe qui est nos enseignants, et puis après chaque enseignant gère ses groupes un peu comme il le souhaite. Voilà, c'est un petit peu son environnement à lui. S'il souhaite créer une hiérarchie en dessous et une sous-hiérarchie, c'est tout à fait possible. Une hiérarchie qui pourrait être par exemple ma classe, et ensuite peut-être des groupes au sein des différentes classes. Des groupes de niveau, des groupes qui correspondent à des groupes, à des sessions de cours, etc. C'est tout à fait envisageable derrière. Mais l'idée effectivement étant de toujours créer des groupes au niveau parent. Je n'assigne aucun utilisateur, aucun étudiant derrière ces groupes parents, et ensuite, sur ce groupe, je crée un deuxième groupe qui est rattaché, un ensemble de groupes qui est rattaché en dessous, une hiérarchie de groupes, de façon à avoir une liste des groupes au début, qui est simple pour tout le monde. Un enseignant qui se reconnecte revient directement dans son groupe, et n'a pas à gérer, ne se trompe pas avec le groupe d'autres enseignants. Voilà, donc ça c'est un point important. Un bon conseil d'usage, conseillez à vos enseignants, voire peut-être créer pour vos enseignants un premier niveau de groupe par an avec le nom des enseignants ou peut-être autre possibilité des matières qui vont être enseignées derrière. Donc une première hiérarchie de groupe, premier conseil sur ce point-là. Ensuite, deuxième étape, créer un groupe pour une classe, c'est le point qu'on avait pu voir. Alors dans l'exemple qu'on a pu voir ici, c'était le cours 10.201. Alors ça fait beaucoup de cours, mais voilà un exemple de cours qu'on pourrait créer. Une description derrière qui est toujours intéressante, puisqu'on la retrouve très clairement dans la liste des groupes. Il y a un groupe parent auquel est rattaché ce groupe, donc on va créer une sorte de hiérarchie de groupe. Et là effectivement on peut rajouter les utilisateurs dans ce groupe parent. On a tout à fait, je passais un peu vite, mais on a tout à fait la possibilité de créer un sous-groupe de ce groupe existant. Donc 3 niveaux de hiérarchie, et on s'arrêtera là. Donc le groupe des enseignants, ensuite en dessous le groupe peut-être des classes, ou un premier niveau en tout cas qui vous intéresse, et ensuite un autre niveau de groupe qui correspond à un autre niveau de groupe pédagogique si vous souhaitez. Voilà. Ensuite, pour sélectionner les étudiants, là j'ai voulu rajouter des étudiants. J'ai cliqué sur la page suivante, j'ai cliqué sur rajouter des membres. Donc on retrouve tous les étudiants qui ont été créés à la première étape, ou pas du tout, si vous ne l'avez pas créé. Et on va pouvoir les rajouter. Je les coche, voire je les coche tous en cochant la petite case à gauche. Je dispose bien sûr d'une interface pour rechercher des utilisateurs existants. Je peux trier mes utilisateurs par rapport à des critères spécifiques, donc par rapport à ce que vous avez connu sur les versions précédentes d'ICT Academy, c'est un gros point d'amélioration en termes de facilité de gestion de l'administration du service. On voit effectivement, ça je l'ai pas précisé, on est sur la nouvelle interface, une interface récente d'ICT Academy, il y a des mises à jour qui ont été faites très récemment au mois de septembre sur ce sujet, et une bonne amélioration a été apportée à cette gestion des utilisateurs, des groupes, des plans de formation. On voit une nouvelle logique qui a été mise en place, c'est pour ça qu'on fait le point sur ce sujet. Je reviens sur la partie groupe, donc là je affecte un membre, des membres à des groupes. Alors, comment supprimer un utilisateur derrière, vous cliquez, si vous cliquez sur, lorsque vous allez pouvoir éditer, je reprends cette question-là, si vous permettiez, monsieur Simon, et on reprend cette question sur la fin, mais c'est tout à fait possible en éditant ce point. Ok, je l'ai noté en tout cas. On sélectionne des étudiants qui ont été créés précédemment, et on les rajoute en cliquant sur la flèche de droite sur la partie de droite. Hop, on continue. Alors, on en est là. Ensuite, voilà, tous les utilisateurs.
peuvent faire apparaître les noms des membres sont listés sur cette partie-là. Cliquons sur le bouton enregistrer. Voilà, l'idée c'est d'avoir un résumé des informations. Donc j'ai le nom de mon groupe, j'ai la description, j'ai le groupe parent. Sur la partie gauche, ça va créer une hiérarchie de groupes. Vous allez voir une arborescence du groupe qui va être créée sur la partie de gauche. En termes d'ergonomie, parfois, il faut revenir, lorsque vous cliquez sur enregistrer, pour faire apparaître l'hiérarchie, recliquez sur le groupe si vous ne voyez pas votre hiérarchie apparaître. C'est un petit truc qui est parfois nécessaire. Voilà. Hop. Les sous-groupes apparaissent. S'ils n'apparaissent pas, cliquez sur le lien groupe comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Le message a été enregistré, tout va bien, votre groupe a été créé et éventuellement des membres ont été rajoutés à ce groupe. On continue. Alors, donc, vous voyez effectivement qu'on déroule de manière assez logique, et là-dessus, l'effort c'était à gérer l'interface, il y a une certaine logique sur ce point-là. On commence par l'accueil, on a travaillé sur les utilisateurs, donc là je déroule le contenu qui est situé au-dessus, on attaque sur les utilisateurs, ensuite on a travaillé sur les groupes, on va voir les plans de formation, on va créer éventuellement des codes d'accès, et on va voir, on va créer des rapports d'activité pour voir l'utilisation et l'usage du service. Donc on voit même quand dans l'interface, une certaine logique dans l'interface, c'est-à-dire qu'on commence par la partie de gauche et puis on déroule au fur et à mesure les différentes options. Voilà un petit peu la bonne démarche pour bien commencer sur IT Academy. Alors, un plan de formation doit représenter, on va choisir un nom, doit présenter, identifier le contenu d'une session. Alors, par exemple, Word 2010, débutant, intermédiaire, avancé, pour définir un cours sur Word 2010 avec ses spécificités, ses particularités. On pourrait choisir un autre nom, mais l'idée c'est de trouver quelque chose de représentatif. Ensuite, on va sélectionner une bibliothèque de cours en ligne. Alors, une bibliothèque représente un ensemble de cours sur un thème particulier. Alors, si vous penchez sur votre écran et que vous avez de bons yeux, vous voyez effectivement qu'on a un certain nombre de cours en ligne autour de l'apprentissage de manière générale de l'informatique, autour de Dynamics, qui est un outil sur la partie CRM, d'Exchange, mais bien sûr d'Office, voire d'Office 365, il y a des cours spécifiques sur ce point-là, de SharePoint, d'Exchange, de Windows, etc. Donc une bibliothèque qui représente un ensemble de cours en ligne, et c'est là que vous allez pouvoir choisir, sélectionner les cours qui vous intéressent et qui vont permettre de définir ce fameux plan de formation pour les élèves. On continue. Donc je sélectionne un plan de formation qui m'intéresse. Dans ce cas particulier, et dans l'engramme qui est ici, j'ai pris le plan de formation Office. Un point important, sélectionner des préférences de langue. Si vous souhaitez, c'est certainement le cas, choisir le français pour vos étudiants. Sinon, vous allez avoir l'ensemble des cours dans toutes les langues possibles, imaginables, de l'anglais en passant par d'autres langues, par beaucoup d'autres langues, parce qu'il y a un certain nombre de langues qui sont disponibles dans IT Academy, en passant par le français, l'allemand, l'anglais, le chinois, etc. Vous allez avoir beaucoup de choix. Donc peut-être faites un certain tri sur la langue de façon à ne faire apparaître que les cours en ligne qui vous intéressent. On continue, donc là vous allez pouvoir, une fois que vous allez choisir votre langue, vous allez pouvoir sélectionner les cours qui vous intéressent, donc même principe que pour les membres. À gauche, je choisis les points qui m'intéressent, je coche les cases à cocher, pouf, et à droite, je clique sur la petite flèche, je clique sur la flèche de droite, et voilà, je peux, voilà, l'idée c'est que je peux tout à fait créer, rajouter des cours qui m'intéressent dans ce plan de formation, On va passer à la suite. Donc, j'ai choisi les cours, on voit, j'ai sélectionné un cours particulier. C'est défini par rapport à une bibliothèque de cours en ligne, et attention, on est bien sûr un cours par bibliothèque. On n'a pas la possibilité aujourd'hui, je vois la question arriver, de sélectionner, d'aller piocher dans plusieurs bibliothèques de cours en ligne. Donc un cours est un sous-ensemble, si on veut travailler sur est un sous-ensemble d'une bibliothèque de cours en ligne. Pardon, un plan de formation est un sous-ensemble d'une bibliothèque de cours en ligne. Donc on a sélectionné, on les voit apparaître nos 4 cours en ligne sur la partie Word, et ensuite on va aller attribuer. On a deux possibilités, soit on veut que
IT Academy envoie automatiquement aux utilisateurs les invitations qui vont bien, mais pour ça il faut avoir créé les utilisateurs. Dans ce cas-là, je rajoute des utilisateurs, voire les groupes d'utilisateurs qui ont été créés. Ou alors, je veux gérer moi-même les envois des messages, parce que je dispose déjà de la solution de messagerie qui va bien, parce qu'on travaille déjà, on a déjà des groupes pédagogiques qui ont été créés, qui ont été créés dans notre messagerie, on a des listes de distribution qui sont déjà opérationnelles, voire des environnements pédagogiques, parce que je peux déposer du contenu, donc là il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir, donc vous enregistrer, dans ce cas-là, dans le dernier point, vous enregistrez votre plan de formation, et vous allez créer les codes d'accès correspondants. On verra ça à la fin, comment créer ces codes d'accès. Là, on est dans l'idée où on laisse IT Academy envoyer automatiquement les plans de formation aux étudiants. On continue. Donc je sélectionne des utilisateurs. Ça, c'est la mauvaise manière, parce que je le fais de manière unitaire avec peut-être une centaine d'utilisateurs, donc c'est complexe à gérer. Ou mieux, je gère des groupes. Effectivement, j'affecte ça à un groupe. Donc là, effectivement, on voit que c'est de la bonne manière. Je sélectionne des utilisateurs, donc je sélectionne un groupe d'utilisateurs qui correspond à une classe, qui correspond à un cursus, qui correspond un petit peu à la logique pédagogique que vous avez placée derrière la création de ces groupes. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine réflexion à avoir autour d'IT Academy pour pouvoir mettre en place un mécanisme utilisateur, groupe, plan de formation, code d'accès qui correspond à l'établissement. Le bon point, c'est que ça va pouvoir être très intéressant en termes de capacité de personnalisation par rapport à la réalité pédagogique de l'établissement, parce que chaque établissement, effectivement, on voit qu'il y a des établissements qui vont être établissements d'enseignement supérieur, on trouve parmi vous des CFA, on retrouve des établissements du secondaire, etc. Donc on va avoir une logique pédagogique qui va être vraiment différente, une volumétrie qui va être très différente, donc chacun va avoir un petit peu sa logique. Donc le bon côté de l'interface, c'est que ça va pouvoir s'adapter à votre logique, le tout effectivement étant de disposer d'une interface simple, pérenne, et de limiter au maximum l'administration du service, et ne pas passer son temps à rajouter des utilisateurs, de rajouter des utilisateurs au fil de l'eau, mais bien de gérer des groupes, et de faire ça de manière simple et efficace. Donc là, pour revenir à notre point, on laisse IT Academy envoyer aux utilisateurs les plans de formation, donc je sélectionne mon groupe, dans mon groupe j'ai des utilisateurs, donc c'est très simple, un email va être automatiquement envoyé à mes utilisateurs. Une fois que le plan de formation sera créé, d'ailleurs j'ai un message qui m'indique que les utilisateurs recevront un email. On voit que ce sont les utilisateurs nouvellement affectés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous en rajoutez un après, c'est ça va pas renvoyer un mail à l'ensemble des utilisateurs, mais bien au nouvel utilisateur qui a été rajouté. Par exemple, un nouvel arrivant qui est rajouté, ou par exemple un enseignant qui veut suivre le déroulement d'un cours en particulier, parce qu'il va jouer la session, peut-être il va jouer ce cours dans 2 mois, on va pouvoir le rattacher à cet enseignement. On continue. Voilà l'exemple d'email qui va être reçu par les étudiants. Donc là, on est dans le cas où c'est IT Academy qui envoie automatiquement les emails. Il a le bon goût d'être en français. Donc vous avez désormais accès à la plateforme de formation. Le nom du cours que vous avez choisi est indiqué. C'est très simple. Vous cliquez ce petit 1, on clique sur le lien. Petit 2, vous utilisez votre adresse email. L'étudiant utilise son adresse email scolaire, pas son adresse email personnelle. On valide les conditions d'utilisation, bien sûr des conditions d'utilisation du service comme sur tout service en ligne, et je clique sur ma formation. Concrètement, à quoi ça correspond? On va le voir après justement, quelle interface étudiante derrière. On avance sur ces points. Autre possibilité, là j'ai créé, au préalable, j'ai créé un plan de formation et j'ai affecté des utilisateurs, un groupe d'utilisateurs à ce plan de formation. Autre possibilité, option numéro 2, je peux générer un code d'accès. Donc là, les utilisateurs ne reçoivent pas directement un mail de la plateforme IT Academy, c'est vous qui définissez, c'est vous qui allez gérer vous-même dans votre interface, dans votre environnement, dans votre intranet, via les listes de distribution de la messagerie de l'établissement, via le média que vous souhaitez, vous allez pouvoir créer un lien qui va être utilisé ensuite.
par les étudiants pour se connecter au service. Donc, c'est l'onglet suivant, code d'accès. Vous choisissez soit parmi la bibliothèque de cours en ligne, ou mieux, parmi le plan de formation que vous avez pu définir, donc en haut à gauche, donc là où ça clignote normalement, ici, vous cliquez sur bibliothèque en ligne, ou mieux sur plan de formation, vous choisissez que le plan de formation que vous voulez créer, c'est-à-dire celui qui vous voulez créer sur Word 2010, débutant, intermédiaire et avancé. On va choisir ce plan de formation. On va définir ensuite un nombre d'utilisateurs. Alors, c'est le nombre d'étudiants qui pourront avoir accès à ce service. Voilà. L'idée étant voilà, de créer, et c'est le truc qui est affiché avec la petite étoile. Alors c'est sur des contrats, les points les plus importants sont marqués en petit avec une étoile. Le code ne fonctionnera qu'avec le nombre, qu'avec le nombre, il faut le comprendre, le nombre de fois correspondant au nombre d'utilisateurs. Ça veut dire que si vous avez défini 30 utilisateurs et que vous avez diffusé le message à 30, et puis ensuite tout compte fait, un utilisateur le transmet à un de ses camarades qui n'était pas dans la session, etc. Bref, il y en a 31. Ça ne va pas. On va avoir un étudiant de trop. Ça va pas être possible, donc la plateforme ne l'autorisera pas. La bonne démarche est de créer des groupes d'utilisateurs et de sélectionner plutôt qu'un groupe plutôt qu'un nombre d'utilisateurs défini. Donc, on sélectionne un groupe, on génère un code, et ça génère le petit point qui est en dessous, avec une date de création, un état, il peut être actif, inactif, là vous pouvez effectivement choisir de désactiver le code, un code d'accès qui est celui-ci, un groupe éventuellement, un nombre d'utilisation, et la possibilité de s'envoyer le code par mail. Par défaut, le code vous a déjà été envoyé par email, vous avez la possibilité de vous le renvoyer. Le message vous a été envoyé à votre adresse email que tu utilisez pour vous connecter. C'est l'objet du message qui est affiché ici. Et voilà le mail que vous avez reçu. Alors, voilà l'exemple de mail. Alors, il est écrit en français, en allemand, en anglais, etc., en espagnol, etc., etc. Donc ne vous inquiétez pas de voir un message arriver en anglais. Si vous déroulez le mail un peu plus loin, vous allez le voir un peu plus bas. Je prends la question, Monsieur Rambaud, sur les codes d'accès. On va voir s'ils sont obligatoires ou pas. Je prends le point, on va répondre à ce point-là. On va voir effectivement donc en français, en anglais, dérouler le mail, vous allez voir que vous allez trouver le contenu en français qui correspond, vous allez pouvoir copier-coller et ensuite utiliser via soit votre outil de gestion de liste de distribution, un sympa par exemple, ou alors via la liste de distribution de LiveEdu d'Office 365, soit déposer cette information dans l'intranet destiné aux étudiants, dans leur ENT, etc. Donc c'est vous qui avez le choix justement de diffuser du mode de diffusion de ce code d'accès. Dans le cas précis des codes d'accès entre guillemets, c'est vous, c'est l'établissement qui assure la distribution à l'étudiant final des codes d'accès, des codes, du lien qui vont donner l'accès aux cours en ligne qui ont été créés, qui ont été définis. On continue. Et je reprends bien les questions, hein, bien sûr, je note les questions au fur et à mesure, et on continue sur les questions, un petit peu plus tard. Autre point, vous avez créé vos utilisateurs, les groupes, les plans de formation, et éventuellement les codes d'accès, alors qui ne sont pas obligatoires, et vous avez, vous souhaitez un petit peu savoir quelle est l'utilisation du service qui est faite par les étudiants. C'est pour ça qu'il existe effectivement 3 types de rapports d'activité sur le service. Un rapport d'activité lié au cours, un rapport d'activité lié aux évaluations du service, et un rapport d'activité lié aux sessions. Alors, on va voir un petit peu à quoi peuvent correspondre ces différentes options. Vous choisissez simplement une plage de date pour pas forcément avoir un rapport d'activité sur toute l'année, mais la plage de date qui vous intéresse. Vous choisissez soit des utilisateurs particuliers, soit l'ensemble des utilisateurs actifs par rapport à un groupe. Voilà, vous avez des filtres disponibles pour choisir le groupe qui vous intéresse.
Et ensuite, vous pouvez choisir ça également par rapport à un cours particulier, donc soit par rapport à l'utilisateur, soit par rapport à des cours. Donc vous avez effectivement le choix des filtres pour pouvoir créer des rapports d'activité qui correspondent à votre besoin. On revient sur la partie activité de cours, activité d'évaluation, activité de session. Les activités de cours correspondent à l'utilisation qui est faite des cours en e-learning. Est-ce que où en sont mes étudiants sur le cours de Word 2010 sur le plan de cours de Word 2010 que je viens de leur envoyer la semaine dernière? Est-ce qu'ils en sont tous à 100% comme je leur avais demandé? Est-ce qu'ils ont tous fini ou pas? L'activité d'évaluation correspond aux éventuelles évaluations qui sont présentes à la fin des sessions du learning. Quels sont les résultats des évaluations? Est-ce que tout le monde est à 100% ou pas? Donc par évaluation, on entend QCM qui ont été définis sur les cours. Alors ce sont des QCM de la session de cours. Vous ne pouvez pas créer vos QCM en ligne pour ce besoin-là. On n'est pas sur on est bien sur les QCM du cours. Et le dernier point sur les activités de session, c'est qui s'est connecté, qui ne s'est pas connecté à la plateforme. Grosso modo, c'est connaître l'usage et savoir si vos étudiants y ont bien passé l'heure que vous aviez demandé, ou s'ils y ont plutôt passé 5 minutes, voir s'ils ne sont pas connectés du tout. Ça peut être aussi une bonne méthode pour savoir s'il y a des problèmes de connexion, si les utilisateurs n'arrivent pas à se connecter, etc. De façon peut-être un peu plus proactive que attendre le prochain cours. Hop, donc alors, ensuite, vous sélectionnez les groupes. Alors ça, c'était le bon point. De l'intérêt d'avoir créé des groupes, c'est que vous allez pouvoir créer des rapports d'activité spécifiques par rapport à des groupes. Donc ça, c'est aussi un point important. Pourquoi est-ce qu'on a créé des groupes? C'est qu'un professeur peut-être est intéressé, là, peut-être que le rapport d'activité va être créé par un enseignant qui aura envie un petit peu de savoir quelle est l'activité de sa classe. Est-ce que sa classe avance bien? Voir est-ce que le cours donné pour une classe est fini? C'est l'objet d'un rapport d'activité. Voir est-ce que mes cours de manière générale que je dispense en e-learning, est-ce que mes étudiants avancent bien sur leurs cours en e-learning? De l'intérêt d'avoir créé des groupes qui correspondent à des enseignants. Donc ce fameux groupe parent, voilà un petit peu l'intérêt qu'on peut avoir. Ça sert sur les plans de formation, ça sert à bien diffuser aux bonnes personnes, mais ça sert également et surtout à avoir des rapports d'activité, bref, avoir une vue de l'usage de l'outil que j'ai pu mettre en place par rapport à la topologie d'utilisateur que j'ai définie, par rapport à mes groupes pédagogiques que j'ai pu créer. Effectivement, si vous ne créez pas de groupe au début, vous n'aurez pas de vision, donc ça sera très difficile d'avoir une vision claire et précise de l'avancée des cours pour les utilisateurs. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on recommande de créer des groupes et des sous-groupes au tout début avant de gérer ces points-là. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire. Par contre, c'est fortement conseillé pour pouvoir utiliser tous les outils, en particulier ces fameux rapports d'activité. Et quand on dit qu'ils sont facilités, ils sont pas facilités, ils sont pour aller faire. Sinon, vous allez devoir rentrer une nouvelle fois à la main, créer un rapport d'activité par utilisateur, ce qui est un petit peu long. Donc effectivement, mieux vaut utiliser des groupes d'utilisateurs. On continue. Alors ça fait beaucoup d'informations aussi, après à vous d'aller naviguer dans l'interface, de faire des tests, de créer des sessions de tests, des utilisateurs de tests, de leur affecter des comptes de tests, voire de créer des groupes pédagogiques de tests. Alors vous pouvez créer une arborescence d'un enseignant de tests et de faire vos tests sur ces points avant de vous lancer dans le grand bain et de créer les groupes, les cours, les plans de formation, etc. pour les étudiants, pour les enseignants. Ça peut être un bon point de se créer une arborescence des plans de formation de tests. Préfixez-les par test underscore de façon à les identifier très clairement lorsque vous allez sélectionner ensuite, lorsqu'ils vont être mélangés avec d'autres plans de formation, mélangés avec d'autres groupes, avec d'autres utilisateurs. C'est un petit conseil, préfixez vos tests et essais par quelque chose comme test underscore ou quelque chose comme ça. Donc, toujours sur le rapport d'activité, petite digression, là on voyait un petit peu comment créer une activité d'évaluation, c'est la même interface, donc pas de difficulté sur ce point-là. Je crée un rapport sur l'état des différentes évaluations. Le rapport de session qui permet de savoir qui s'est connecté, qui s'est bien connecté au système ou pas. Alors un peu plus simple voilà, sur ce point-là. Hop, on continue, même principe. Alors,
Comment les étudiants, la question à se poser, c'est qu'on a vu un petit peu la partie administration, on a des questions, et ça c'est un bon point sur sur la gestion sur la gestion de ces cours. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses, la partie utilisateur qui est éventuelle, qui est optionnelle, la partie groupe qui est recommandé voire obligatoire, la partie plan de formation qui est un sous-ensemble, un sous-groupe, un sous-élément, voire un élément, un sous-ensemble d'une bibliothèque de cours. Donc on va pas forcément donner tout le cursus à faire à ses élèves, mais peut-être leur sélectionner quelques cours seulement qui peut les intéresser. Donc on va créer un plan de formation spécifiquement pour mes groupes d'utilisateurs, pour ma classe. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, pour éviter effectivement de redonner toute l'information, donner tous les cours à nos étudiants. Et ensuite, les fameux codes d'accès, qui encore une fois ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandés. Si vous souhaitez, gérez vous-même l'envoi des messages à vos étudiants, ou déposer les liens vers les cours en e-learning dans votre ONT, dans votre environnement, etc. Donc là on va voir comment les étudiants gèrent leur plateforme de e-learning. Alors tout un sujet, c'est quelle est un petit peu la vue des étudiants. Je reçois un mail, un lien, mais concrètement à quoi ça ressemble, quels sont les cours derrière qui sont proposés, comment je m'authentifie, comment je me log, etc. Donc cette fois-ci, on était sur la partie gauche avec les administrateurs et les instructeurs, comme vous pouvez le deviner. L'étudiant se retrouve sur la partie droite avec suivre une formation. J'appuie sur OK, suivre une formation. Je m'identifie avec mon login, mon mot de passe, on ne le voit pas sur les copies d'écran, mais je m'identifie avec les points qui vont bien. Je saisis le code d'accès qui m'a été donné. Là l'exemple est en anglais, mais je clique sur j'accepte les conditions d'utilisation. Grosso modo, je saisis mon code d'accès et mon email à ce moment-là, je clique sur entrée. Et je récupère mon suivi de formation, mon interface de suivi de formation. Mes formations, mes catalogues de cours, mes réalisations, qui sont un petit peu, je dirais, l'ensemble des historiques de cours auxquels j'ai pu participer. On va rentrer dans le détail de ces points-là. Donc, voilà, l'étudiant va passer beaucoup de temps sur ce point-là. Ma formation. Ma formation correspond aux cours qui m'ont été assignés. Les plans de formation de cours qui ont été assignés, on voit à gauche, en haut à gauche, on revient sur le cours 10.201 sur Word qu'on a créé au début, où effectivement qu'on retrouve les 4 cours qui ont été sélectionnés dans mon bibliothèque de cours, les nouveautés et la partie débutant, la partie intermédiaire et la partie avancée autour de Word 2010. On voit quand même que dans ces cours, il y a à chaque fois 35, 33, 34 et 32 chapitres. On a effectivement une avancée qui se fait au fur et à mesure sur les différents chapitres, avec un indicateur d'avancement au fur et à mesure pour pouvoir compléter chaque chapitre. Les étudiants peuvent définir des signets ou retirer des signets, c'est le principe des bookmarks, sur des cours qui ont été choisis. Pas de difficulté sur ce point-là, j'appuie sur la touche play pour pouvoir, sur le bouton commencer pour pouvoir commencer mon cours en ligne. Un pop-up, une fenêtre s'apparaît, et le cours en ligne commence avec son contenu de type texte, ses QCM, son contenu multimédia, ses exemples avec des vidéos, avec des copies d'écran, avec du contenu en ligne sur les différents points. Alors, un point important, il y a également le catalogue de cours. Alors le bon point, c'est que le catalogue de cours est ouvert aux étudiants. Ça leur permet d'aller choisir des cours qui les intéressent, s'ils souhaitent s'approfondir leurs connaissances sur Office 2010, sur Excel par exemple, et que ça ne fait pas partie des sessions obligatoires que vous avez définies pour eux. Ils ont tout à fait la possibilité d'aller chercher un cours sur ce point-là. Ça évite aussi aux enseignants, sur des besoins spécifiques d'un étudiant qui par exemple voudrait en savoir plus sur Excel, d'avoir à créer un plan spécifique de cours pour tel et tel utilisateur qui vont en savoir plus. Tous les cours sont disponibles en ligne, à ceux qui le souhaitent. Tout est disponible dans les catalogues de cours.
Encore une fois, il est fortement recommandé de cliquer sur le lien qui est ici pour vos étudiants, de choisir une langue en particulier, sinon effectivement ils vont avoir toute la bibliothèque de cours de tous les cours dans toutes les langues possibles. Ce qui ferait beaucoup. Donc là dans ce cas-là, on va filtrer sur la langue, en l'occurrence le français par exemple, ce qui nous fait un peu plus de 160 cours en ligne disponibles. Enfin là on est sur un gros volume de cours de e-learning disponible. Avec à chaque fois une description, un type de cours, des cours en ligne, une collection, donc de bibliothèque, une langue, un public. Alors, information worker, on est sur un terme américain qui veut dire effectivement qu'on ne s'adresse pas à des spécialistes, mais à des gens qui vont utiliser la solution au quotidien dans le cadre de leur travail. Une technologie, de l'Office, du PowerPoint, etc. On continue. Mes réalisations correspondent un petit peu à l'historique de mes cours auxquels j'ai pu participer. On voit effectivement que dans ce cadre-là, des cours ont été terminés. Pour les besoins des slides, l'utilisateur n'est pas allé au bout, voilà, mais ça a quand même été terminé. Mais bien sûr, ce ne serait pas le cas pour vos utilisateurs. Il y aurait la date de vos dernières utilisations, le nombre de réponses qui ont été indiquées, et je peux effectivement afficher l'historique de mes cours. C'est un petit peu le dossier c'est un petit peu mon portefeuille de cours, mon classeur de cours, mais cette fois-ci de cours en e-learning sur lequel je peux revenir. Alors, on arrive au résumé. C'est écrit en gras, mais on en a beaucoup parlé déjà. Il est fortement recommandé de créer des groupes avant de créer des codes d'accès, d'affecter des plans de formation, etc. Créer des groupes avec la structure qu'on a pu voir, c'est-à-dire d'abord un nom de classe, un nom d'enseignant, quelque chose qui va éviter d'avoir une cinquantaine de groupes utilisateurs au fur et à mesure, et vraiment profiter de la possibilité de créer 3 niveaux d'arborescence dans les groupes. Donc la bonne matière et les retours qu'on a pu avoir sur l'utilisation du service et un petit peu les bonnes démarches seraient de créer d'abord un groupe par enseignant, un groupe pour un enseignant, et puis après chaque enseignant crée ses groupes correspondant à ses différentes classes, à des différents groupes de niveau, etc. Et il a lui-même ensuite la possibilité de créer 2 niveaux complémentaires. Pourquoi créer des groupes? Pour pouvoir avoir une vue simple sur les rapports d'activité. Sans groupe, il est quasiment impossible d'utiliser les rapports d'activité, sauf à passer beaucoup de temps à générer des rapports d'activité individuels sur l'utilisateur et des choses qui sont pas très simples d'accès. Donc profitons aussi des nouvelles possibilités offertes par cette interface IT Academy dont on profite depuis quelques mois. Avec cette gestion des utilisateurs, des groupes, nouveaux rapports d'activité, c'est toujours un bon point. Donc, 2 possibilités, ces groupes, on va leur rattacher au plan de formation des groupes utilisateurs, ou alors, si je ne veux pas rattacher des utilisateurs directement derrière, donc des groupes avec des utilisateurs, ou des groupes simplement, et puis derrière, je vais gérer éventuellement en option des codes d'accès que je vais pouvoir distribuer à mes étudiants. Donc, les 2 points à retenir. Dans les plans de formation, je sélectionne bien la langue et les cours qui sont attribués aux étudiants. Si j'affecte des utilisateurs via les groupes à ces plans de formation, un email va être automatiquement envoyé à mes étudiants. Bien sûr, si leurs coordonnées sont rentrées. Donc là, l'intelligence est du côté IT Academy. Avec ces utilisateurs qui ont été rentrés, c'est obligatoire dans ce cas-là. Avec les groupes qui ont été créés, avec les plans de formation qui ont été créés, j'affecte à tel plan de formation tel utilisateur. Mon plan de formation Word va être affecté au groupe de la classe de BTS 2A sur l'option 1. Voilà. Un mail va automatiquement être envoyé à tous les utilisateurs, à tous les membres du groupe du BTS 2A, qui est constitué des utilisateurs 1, 2, 3, 4, Pierre, Paul, Jacques, dont l'adresse email est XYZ. L'intelligence est du côté IT Academy. Toute la logique d'envoi de mail, de convocation entre guillemets à ces mails, si on peut, c'est sur du learning, si on peut, c'est une convocation, va être gérée par IT Academy.
vous ne souhaitez pas rentrer dans cette logique et vous souhaitez gérer vous-même l'envoi des emails de convocation, parce que vous souhaitez publier ça dans votre ONT, parce que vous souhaitez, vous avez déjà votre mécanisme interne de diffusion de liste de distribution, parce que vous ne souhaitez pas gérer les utilisateurs au niveau de la plateforme IT Academy. Dans ce cas, vous devez utiliser les codes d'accès. Vous demandez la génération d'un code d'accès, un code d'accès vous est généré, ensuite à vous de diffuser par le média qui vous paraît le bon média, ce code d'accès auprès de vos utilisateurs, auprès de vos étudiants, etc. Un point important qui est le petit 4 qui est ici. Attention, comme vous ne gérez pas de nom d'utilisateur, de prénom d'utilisateur dans l'interface, vos utilisateurs ne seront pas nommés par leur nom et par prénom dans l'interface, mais bien par leur adresse email. Donc attention à bien être capable de pouvoir refaire le chemin inverse, entre guillemets, le mapping, entre mes utilisateurs, mes adresses email, et le suivi par rapport à ces adresses email et mes utilisateurs. Donc savoir que Pierre 92100 @hotmail.com correspond à Pierre Legrand, qui est l'étudiant du BTS de deuxième année que vous avez en cours. Donc ça, c'est un petit point de vigilance sur ces points-là qui nous paraissent importants. Suite sur les résumés. Donc résumé du début, il vous est conseillé de revoir chaque e-cours, alors les e-cours, chaque cours en ligne présenté dans le support de cours dont on a parlé dans la première session. Donc ça, c'est un petit peu la préparation destinée aux enseignants. Donc première étape, je vous renvoie vers la première session lesson plan, qui vous a expliqué comment disposer de ces lesson plans, disposer de ces cours, de ces supports de cours, de façon à comprendre ce qu'il y a dans le cadre des cours en e-learning. Ça, c'est un support qui est destiné aux enseignants pour pouvoir créer des cours ou pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans ces cours en e-learning qui vont être diffusés auprès des étudiants. Donc première étape, c'est de s'inspirer de ces lesson plans. Deuxième étape, créer des groupes. Encore une fois, c'est remarqué en norme, c'est très important de pouvoir créer des groupes pour pouvoir après bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de l'IT Academy et de ne pas se noyer dans l'administration du service. En créant des groupes, c'est beaucoup plus simple. C'est un petit travail initialement, mais c'est beaucoup de temps perdu en moins ensuite. Et dans une dernière étape, assigner les codes d'accès et ou créer des plans de formation derrière pour vos étudiants. C'était